quand je suis sortie de ce bain de glace, donc ce premier bain de glace, mon cerveau il a switché. Ouais. Mon cerveau il a switché et je me suis dit si j'arrive à faire ça, j'arrive à faire n'importe quoi dans ma vie, peu importe le sujet. Hello les aventuriers, bienvenue dans The Blue Green Show. À la rencontre de ceux qui réalisent leurs rêves, investissent, entreprennent, sortent de leur zone de confort pour un monde meilleur. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous connaissez sans doute cette phrase « On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus ». Du coup, aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Caroline Arditi qui a écrit le livre « Nous, l'art de bien s'entourer ». Donc, on va essayer d'aborder ces thèmes aujourd'hui et d'en connaître un peu plus sur son parcours. Merci beaucoup, Caroline, d'être là. Salut Adrien, merci de m'avoir. Du coup, comme je le disais, tu as écrit ce livre. Moi, déjà, merci à Anissa d'ailleurs qui nous a mis en introduction. C'est toujours sympa, un petit clin d'œil. Du coup, est-ce que déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais un peu te présenter un peu rapidement qui tu es, etc. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis parisienne, mais je dirais que je suis exploratrice du monde et de l'humain. J'adore le nom de ton podcast qui dit aventurière. J'aurais pu aussi dire aventurière du monde et de l'humain. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans la communication, l'événementiel et les RP, avant de faire un gros switch il y a à peu près 4 ans. Et depuis 4 ans, j'explore qui je suis, qui est l'autre et finalement, je me lève le matin avec une mission, ou en tout cas quelque chose qui m'anime au quotidien, qui est de rendre le monde plus humain et l'humain plus vivant. Donc tout un programme. Ok, intéressant. Et ce gros switch, c'était quoi qu'est-ce qui t'a fait changer il y a 4 ans ? Écoute, comme beaucoup, j'ai eu cette question de sens à un moment donné, où je me suis dit, j'adorais mon job, mais est venue cette question de sens et de me dire, est-ce que je suis à ma place aujourd'hui là où je suis ? Et je suis allée un peu plus loin dans mes réflexions. Et puis à l'époque, j'ai une amie qui m'a dit, mais est-ce que tu connais cette boîte qui s'appelle Switch, Switch Collective ? Ah, ok. Et donc du coup, je connaissais pas. Et finalement, j'ai fait ce programme et c'était un mix, je dirais, entre des questions de sens, de développement personnel, on a abordé les peurs, les fiertés, plein de sujets qui étaient super intéressants. Et puis j'ai pas fini le programme que j'avais décidé d'effectivement arrêter ce que je faisais à l'époque et de partir pour une page blanche. Donc en fait, c'était la première fois que je ne rebondissais pas très vite sur autre chose et je me suis donné le temps de la réflexion et puis à l'époque après, du coup, j'ai monté assez rapidement ma boîte qui s'appelle Sunshine Makers, mais les contours étaient restés quand même assez flous. Donc là, c'était, je dirais, un premier switch où j'étais finalement à mon compte et j'ai continué à faire du conseil en communication événementielle et RP. Okay. Et après, en freelance, ouais, exactement. Et après est arrivé ce fameux Covid. Et le Covid, alors moi, j'ai pas peur de le dire, mais j'ai vraiment vécu un Covid assez fascinant, où j'étais confinée à Paris, mais finalement, alors mes projets sur lesquels je bossais à l'époque étaient mis en stand-by, et moi, je me suis jamais sentie aussi libre que pendant le Covid. Donc c'est étonnant quand le monde est à l'arrêt et que tout le monde est enfermé. Moi, j'avais ce sentiment de liberté en me disant, de toute façon, je peux tout essayer. De toute façon, on est confiné, donc finalement, même si ça marche pas, on s'en fout. Et cette permission, je pense que je me l'étais pas donnée, jusqu'à ce moment-là. Et le fait d'être enfermée, finalement, je me suis dit, j'avais encore plus d'énergie, j'étais encore plus créative. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux participer, moi, à l'énergie collective ? Il y en a qui font de la cuisine pour les hôpitaux, d'autres qui font de la musique en ligne, etc., etc. Comment est-ce que moi, je peux participer à un peu ce qui se passe ? Parce que je me sentais bien, mais je sentais qu'il y avait un peu un immobilisme, ou en tout cas des gens qui se sentaient un peu... qui se sentaient mal, où il y avait... plein de peur, d'angoisse, de questionnement. Et donc, du coup, ce que j'ai fait
assez rapidement, c'est que j'ai animé des sessions de déconnexion, je vais appeler ça comme ça, que j'ai appelé la Sunshine Hour, qui existe toujours aujourd'hui. Et ces concepts de déconnexion, c'était pour mieux se reconnecter, donc c'était se déconnecter un peu de ce qui se passait pour se reconnecter à l'intérieur. Donc à ce qui nous anime, à son soi, à son moi intérieur. Ouais, exactement. Et quand on se reconnecte à l'intérieur, finalement, tout prend un peu plus de sens. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire ça. C'était très charté, ça durait 1 heure et chacun prenait la parole. On était 8, c'était par Zoom. Et c'est moi qui orchestrais, du coup, toute l'heure. Et finalement, je me suis rendu compte, donc ça a pris des proportions pas possibles. Donc, à la fin du confinement, j'en avais fait tous les matins du confinement. Tous les matins, tu avais des sessions avec des groupes de 8 personnes Ouais, exactement. Alors au début, c'était des gens que je connaissais, donc des gens de mon réseau. Je faisais aucune différence entre mes clients, mes copains. La seule chose que je faisais des sessions en anglais et en français, parce que j'ai vécu quelques années en Australie. Et donc, du coup, j'ai un peu des copains à droite à gauche. Et finalement, à la fin du confinement, y a 2 choses un peu folles qui sont passées. La première, c'est que des entreprises ont commencé à me contacter pour me demander d'animer des team building ou des expériences en fait collectives, parce que il y avait un gros besoin de recréer du lien. Donc c'était vraiment au cœur des préoccupations, et ça l'est toujours, mais en tout cas quand on est sorti du premier confinement, c'était au cœur des préoccupations. Et puis moi, à un niveau très personnel, j'avais vraiment mis le doigt sur ma raison d'être. Et ça, en fait, finalement, c'était assez fou quand on se dit que il m'a fallu, enfin, ou en tout cas, le Covid est arrivé, et puis ce moment de pause a été peut-être un salut pour moi, où j'ai commencé à mettre le doigt sur ma raison d'être, qui était de fédérer, d'animer et de mettre les gens en mouvement. Vers quelque chose qui soit plus en lien avec ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, ce qui les anime, etc. Voilà. Mais comment tu t'y es pris, enfin, comment elle est venue à toi, cette raison d'être? Du coup, tu avais une page blanche, tu as dit, tu t'es mis, je sais pas, à écrire, à suivre des formations, des ateliers pour trouver ce qui t'animait vraiment ou... Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce qui s'est passé pendant ce confinement, c'était aussi des longs moments de silence et des moments où je faisais rien et où j'étais pas du tout en suractivité, et je m'autorisais ces plages de déconnexion, mais ce que je vais appeler des switch off-off. Donc c'est vraiment des moments où et puis à l'époque du premier confinement, alors moi j'étais confinée à Paris, pas de terrasse, pas de balcon, pas de tout ça, et mais j'avais identifié qu'1h30 par jour, j'avais le soleil qui rentrait pile poil, et que si je mettais mon fauteuil bien positionné par rapport à la fenêtre, pendant 1h30 j'avais du soleil. Et donc du coup, pendant cette 1h30 là, personne ne pouvait me déranger. Donc je disais que j'étais en visio, peu importe, enfin que j'étais pas disponible. Et tous les matins, tous les jours du confinement, enfin en tout cas à cette heure-là, je faisais rien. Donc j'avais même pas un livre. C'était de la pure respiration. Je regardais le soleil et finalement, c'est dans ces moments de switch off et de silence, je dirais, que j'ai eu des idées, j'ai des connexions qui se sont passées. Et je dirais que les 4 dernières années, ces 4 dernières années où je suis vraiment dans une aventure entrepreneuriale qui est très très proche de qui je suis et où je veux aller, toutes les réponses, toutes les épiphanies, toutes les idées que j'ai eues étaient probablement à 95% toutes dans des moments de silence ou de déconnexion totale. Mais un silence sans cadre, c'était pas une méditation, tu suivais pas forcément une application, c'était juste silence sans que ça soit cadré pour autant, quoi. Ouais, je mets derrière silence, qu'est-ce que je mets derrière? Je mets, ça c'est un exemple, confinement, donc j'étais là littéralement dans mon fauteuil et je bronzais, voilà, parce que il faisait beau, il faisait très très beau pendant ce premier confinement, donc là je faisais rien, et
sans en être coupable non plus, parce qu'en fait, il y a tout ce truc de quand on appuie sur pause et qu'on ne fait rien finalement. Ouais. Enfin, et puis ne rien faire, c'est aussi se donner l'autorisation et la permission de ensuite avancer plus vite. Et ça, je m'en suis rendu compte en regardant dans le rétroviseur récemment, que tous ces moments de pause me permettaient d'avancer 2 fois plus vite après. Donc ça a été effectivement, ça a été une des idées que j'ai eues pendant ce confinement et qui a été le point de départ de tout ce que je fais aujourd'hui. Ensuite, plus récemment, quand je dis des moments de silence, c'est aussi des moments où je suis déconnectée dans la nature, par exemple, très très lié à la respiration. La respiration, je pense que c'est assez présent dans tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, ouais, je dirais que ces moments de pause maintenant sont des piliers de mon quotidien. Et pour autant, je suis une femme d'action et je suis une femme qui fait beaucoup de choses dans son quotidien. Donc, mais avoir les deux, ouais. Et même maintenant bien que le Covid soit passé, etc., et que tout le monde s'accélère à nouveau, etc., la croissance, tu arrives toujours à bloquer dans ton agenda des moments de silence tous les jours actuellement. Alors, ce que je fais, et ça, c'est un de mes rituels, j'en ai plein, mais celui-là, c'est un rituel qui me tient à cœur, c'est d'avoir ce que j'appelle des moments de switch off et des moments de switch on. À la base, c'est des moments de switch, donc c'est des moments où tu ne bosses pas, tu travailles pas. Les moments de switch on, ça va être des moments d'exploration, d'évasion. Et ça peut aller de je vais voir une expo, je vais au ciné, je lis un bouquin. Donc c'est quand même du switch on parce que ta tête, elle est toujours là, elle est toujours en activité. Peu importe que si tu vas voir une expo, tu lis un bouquin. Et les moments de switch off, c'est vraiment les moments où tu fais rien. Donc ça peut être de la méditation, ça peut être de la respiration, ça peut être juste être assis, être allongé et pas dormir, mais en tout cas ne rien faire. Et en fait, pas écrire, voilà. Ces moments-là, en fait, je me suis rendu compte que d'incorporer ça dans mon quotidien, ça me permettait d'avancer 2 fois plus vite. Ok. Hyper intéressant. Et c'est marrant quand tu disais justement que tu cherchais à trouver le soleil pendant 1h30 et que ça t'a permis de trouver ta raison d'être à ce silence, etc. Ça me fait un peu penser à le côté un peu plus spirituel, comme on entend parler de enlightenment, ou je sais pas si tu as lu le livre de Sadhguru, Inner Engineering, où il dit qu'il a trouvé l'illumination, un peu, là toi il y avait le soleil, etc. Est-ce que ça pourrait se rapprocher de ça, ou je sais pas si c'est un peu too much quand ils disent qu'ils sont... Ouais, alors je ne l'ai pas lu, mais j'ai lu d'autres bouquins qui se rapprochent un peu de ça. En fait, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est de s'autoriser à un moment donné au pas de côté, s'autoriser à aller sur des chemins de traverse et s'autoriser à pas tout le temps suivre ce qu'on te dicte, ou en tout cas ce que la société a bien envie de te raconter. Et on est toujours dans le plus, on est toujours dans la productivité, on est toujours dans le go. Et je l'ai découvert que assez récemment, depuis 4 ans, depuis que je chemine un peu sur un chemin qui me correspond beaucoup plus et qui me rend passionnément vivante. En fait, moi j'aime bien poser cette question aux gens, mais quelle est la dernière fois que tu t'es senti vivant ? T'étais où ? Tu faisais quoi ? T'étais avec qui ? Et d'essayer de multiplier ces moments où ta vitalité est au max, ces moments où tu te sens bien naturellement, t'es à ta place. C'est tellement précieux, tellement rare aussi, souvent. Enfin, donc, ouais. Être dans l'instant présent. Et donc, du coup, quand tu t'es mis t'as switché et tu t'es mis à avancer dans cette direction quand tu as trouvé ta raison d'être, comment t'as dit qu'il y a des entreprises qui ont commencé à te contacter, etc. Enfin, ça a été quoi un peu, pas ta routine, mais comment tu étais pris pour développer un peu ton entreprise et ta démarche? Parce que si t'étais... Après, tu as commencé en freelance, mais se retrouver dans l'entrepreneuriat seul en plus, je crois... quelles étapes un peu t'as suivi pour
etc. quoi, dans cette vie. Alors, j'aimerais te dire que c'était complètement linéaire et que tout s'est fait de manière super naturelle. C'est non. C'est non. Mais ce que j'ai trouvé, en tout cas, ce que je trouve intéressant dans ces 4 dernières années, alors après la fin du premier confinement, j'ai effectivement des entreprises qui sont venues me voir pour me demander d'animer des choses dans leur boîte. Ensuite, a repris, je dirais, mon ancien boulot, qui était du coup le conseil en communication. Et là, du coup, j'ai dû jongler entre un métier que je faisais depuis plus de 15 ans et puis ce qui m'animait et ce qui m'anime aujourd'hui au plus profond de mon cœur. Et ça a mis quelques années avant de s'intégrer dans mon quotidien. En tout cas, les leçons que j'ai compris ces 4 dernières années, c'est que c'est pas la peine d'aller plus vite que la musique, parce que de toute façon, voilà, ils font du temps en temps. Et je me suis peut-être mise comme leçon de vie de semer des graines. Et semer des graines, et c'est des petites graines après petites graines, et ça, tu sais pas quand est-ce qu'elles vont fleurir, mais en tout cas, il faut jamais arrêter de les semer, parce que il se passe des choses complètement inattendues à des moments où voilà, tu... Et c'est quoi, par exemple, comme un exemple comme graine que tu avais semé? Est-ce que c'était à chaque fois dans la même direction, ou tu as testé un peu plein de choses différentes, ou tu testais des choses différentes, ou... Alors moi, j'ai plusieurs rituels que je vais appeler du coup des graines que je sème, et notamment une qui est au cœur de tous mes projets et de ma vie en général, c'est ce rituel de faire un café avec un inconnu par semaine. Ah ouais, ok. Et ça, je dirais, ça c'est quelque chose que je fais depuis plus de 15 ans. Donc ça date depuis pas des plus de 15 ans. Ah ouais, ça date pas des 4 dernières années, mais en tout cas, les 4 dernières années, ça s'est intensifié, pas parce que je fais plus de rencontres, mais plus parce que toutes ces rencontres participent à mon projet de vie. Tu es mon inconnu de la semaine. Alors, autour de micro et de caméra. Ouais. Mais non, ça, je trouve que ça, c'est une graine d'ailleurs, que tout le monde devrait faire, et qui devrait être indispensable pour notre vitalité. Pourquoi ? Parce que, alors moi, j'ai grandi, j'avais pas de télé, j'en ai toujours pas. Je suis pas très Netflix et compagnie. Enfin, je suis un peu nulle donc ne me pose pas la question de quelle est la dernière série que tu as matée, parce que ça serait catastrophique. Mais moi, j'apprends de l'autre. Donc en fait, finalement, à chaque fois que je fais un café avec un inconnu, c'est sa vision du monde, c'est sa fenêtre sur le monde, c'est ses histoires, c'est ses passions, c'est ses projets. Et c'est comme ça que j'apprends, que je grandis, que j'avance. Et que, je dirais, je vais revenir à ma raison d'être, qui est de rendre le monde plus humain et l'humain plus vivant. C'est comme ça que je rends aussi le monde plus humain. Et comment je fais ? Je crée du lien. Donc en fait, tous les liens que je construis avec l'autre, et avec tous ces cafés avec ces inconnus, j'y vais avec une posture complètement... Je n'attends rien. Donc c'est ça, en fait, je pense que c'est un des secrets. C'est que quand tu vas à la rencontre de l'autre, j'ai une posture de... Il peut se passer plein de trucs incroyables, comme ça peut être une belle parenthèse, et puis nos chemins se reséparent, et c'est bien aussi comme ça. En tout cas, cette posture d'humilité, sincérité, authenticité, elle aide à avancer. Et toutes ces personnes que j'ai rencontrées à plusieurs moments de ma vie, ils m'ont, certaines, aidé à faire avancer aussi mes projets. Donc ça, c'est des graines que je sème, et un rituel que j'ai depuis plus de 15 ans et que j'adore.
Et c'est un peu dans les deux sens, c'est donnant dans les deux sens, on va dire, ces cafés ou par exemple, moi, des fois, j'ai un peu, je sais pas, je dirais pas le mais quand je fais mon podcast, forcément, j'ai des invités, j'ai l'impression que c'est plus, je reçois et eux, ils donnent. Mais toi, alors que non, c'est pas le cas, j'essaye de faire les deux. Mais toi, quand tu prends ces cafés, c'est plus toi, tu cherches à avoir des informations, mais tu donnes aussi ou c'est... Et écoute, il y a aucune règle. En fait, ces cafés avec un inconnu, c'est... Ouais, il y a pas de règle, il n'y a pas de cadre. En tout cas, la démarche que je fais, la manière dont je contacte les gens, parce qu'on me demande souvent, quand je dis que je fais un café avec un inconnu par semaine, on me dit « mais tu arrêtes les gens dans la rue ?» Ah oui, carrément. C'est vraiment... Non, c'est la question que les gens me posent. Ouais, okay, et je pense que 90% des gens, ils me disent « mais je comprends pas, tu arrêtes des inconnus dans la rue ?» Alors non. Non, je n'arrête pas des gens dans la rue. Moi, je l'ai fait en Tunisie, ça. J'ai interviewé des gens dans la rue, dans les souks, mais vraiment littéralement des inconnus, et je leur posais des questions sur la vie, etc. Et en fait, c'était hyper intéressant. D'ailleurs, j'en partagerai quelques-unes. Les gens se dévoilent, disent des choses hyper intéressantes et tout type de profil, quoi. Ouais, donc, c'est aussi génial. Mais d'ailleurs, il y avait un projet d'une nana, je crois, dans le métro. Elle faisait ça dans le métro, pareil. Ouais. Je crois qu'elle faisait des portraits. Non, alors moi, je n'arrête pas les gens dans la rue. Ce que je fais, c'est probablement des gens, soit que j'ai croisés dans des événements, ils ont été speakers, soit c'est sur Instagram, soit c'est sur LinkedIn, et puis maintenant, il y a beaucoup de... Enfin, tout mon entourage sait que je fais ça. Donc, du coup, ils font des traits d'union avec des gens. D'ailleurs, petite tribute à Anissa qui l'a fait aujourd'hui, mais du coup c'est la démarche de contacter l'autre, je pose aussi les mots, c'est-à-dire pourquoi je viens te voir et qu'est-ce qui m'intéresse, donc est-ce que c'est son projet, est-ce que c'est ses passions, est-ce que c'est son truc du moment, où j'ai écouté soit un podcast, soit un speech à un événement, etc. Et je raconte aussi juste en 2 lignes qui je suis et pourquoi je suis là. Et en fait, il s'est passé, j'ai eu des histoires, certaines assez folles, que j'ai racontées d'ailleurs dans mon livre, parce que j'ai écrit un livre l'année dernière sur l'importance du collectif, et c'est peut-être une des notions aussi qu'on abordera après, parce que c'est au cœur de tout mon projet. Et dans ce livre, il y a un chapitre sur effectivement des rencontres et des histoires que j'ai eues avec certains inconnus qui étaient... T'en as une qui se dit rapidement, ou sinon on regardera dans le livre? Écoute, spontanément, une rapide, allez, qui vient spontanément. J'avais contacté, c'était en 2018, j'avais contacté une nana qui s'appelle Chanty et qui a monté une boîte... Des biscuits, non? Ouais, exactement. Une boîte de biscuits, et en fait, elle mettait des messages sur des biscuits. Donc, idée complètement simple, mais assez révolutionnaire, je trouve. Et je l'ai contactée parce que elle était hyper différente de moi. C'est-à-dire, vraiment, sa manière d'être, elle était complètement... le regard de l'autre, elle s'en foutait. Elle s'en fout. Elle avait une personnalité qui était complètement antinomique avec la mienne. Et je me suis dit, je veux savoir qui est cette nana derrière ce compte Instagram, parce qu'elle était très active sur Instagram. Elle avait tendance à faire des trucs face cam. Moi, c'est vrai que c'est pas mon terrain de jeu. Enfin, en tout cas, c'est pas là où... c'est ce qu'on fait aujourd'hui, en tout cas. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais ce que je fais pas au quotidien. Ouais. Voilà. Et du coup, je lui ai envoyé une bouteille à la mer, comme je fais souvent. Cette fois-ci, c'était sur LinkedIn, et je lui ai dit... à l'époque, je travaillais au Salon du Chocolat. Et j'ai fait un petit parallèle avec le Salon du Chocolat, et je lui ai surtout dit, voilà, ça m'intéresse de savoir qui est cette nana derrière. Alors elle avait toujours des cheveux roses, bleus, etc. Enfin des couleurs de cheveux assez détonnantes, et donc du coup, bref, je lui ai envoyé une bouteille à la mer, elle a répondu, on a pris un café un matin, je me souviens très bien, et on s'est hyper bien entendu, et quelques jours plus tard, je lui ai dit, écoute, j'ai une idée pour toi, j'ai envie qu'on fasse un projet ensemble au Salon du Chocolat. Elle me dit, ouais, super, c'est quoi? Et je lui ai dit, écoute, on va... parce que c'est en fait, les gens faisaient souvent des demandes en mariage, ou des annonces de naissance, etc. sur ces biscuits, enfin des moments un peu forts de leur vie. Je lui ai dit, écoute, on va organiser la première vraie demande en mariage
en live au Salon du Chocolat, retransmis sur des écrans géants et tout ça. Ah ouais. Et du coup, il y a eu un petit moment de pause au téléphone. Elle me dit, mais ouais, mais t'es sûr? Enfin, ok. Et puis finalement, on partage le même panache et finalement, elle me rappelle quelques heures plus tard. Elle me dit, ton idée, elle est géniale, on y va. Et bon, je la fais courte. En gros, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a réussi à le faire. Et c'était assez symbolique parce que c'était ma dernière année où j'ai fait le Salon du Chocolat. Et après, je suis partie. Et c'est la seule année où j'en ai chialé, quoi. Donc, donc ça s'est passé sur la grande scène du Salon du Chocolat. Donc, pour info, ceux qui ne sont jamais allés au Salon du Chocolat, il y a quand même 120 000 personnes sur 5 jours. Donc il y a quand même du monde. Wow. Et ça a été une vraie demande. Un couple, voilà. Donc la nana n'était pas du tout au courant. Et c'était complètement fou. Et on avait fait une bague tout en chocolat, etc. etc. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que j'encourage les gens à aller à la rencontre de l'autre. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer autour d'un verre d'eau, d'un thé, d'un café. Et c'est ça la magie, je trouve, des liens et de rendre ce monde plus humain. C'est de recréer ces liens. C'est d'aller à la rencontre de l'autre. Tu parles d'aventure de la vie, d'aventurier. L'aventure, c'est ça. Et l'aventure, elle doit être vécue avec l'autre. Ouais, complètement d'accord. Ouais, mais aux Philippines, parmi les plus beaux moments que j'avais, c'était le matin, je partais à 5h du mat et j'allais parler avec les pêcheurs et les enfants mais des gens très, très simples, etc. Au moment du sunrise et ils pêchaient le poisson, etc. Et c'était des discussions très, très futiles, mais hyper intéressantes, hyper authentiques. Et c'est hyper beau à voir. Et justement, tu as des conseils pour les gens qui sont un peu peut-être timides ou autres pour aborder comme toi tu as fait avec ta bouteille à la mer sur LinkedIn, pour aborder des inconnus ou pour... Et aussi, je sais pas si tu penses qu'il est possible de parler à toutes les personnes. Est-ce que tu penses qu'il est possible par un moyen ou un autre, par exemple, de parler au président de la République ou en étant débrouillard, par exemple? Alors, je n'ai jamais envoyé de bouteille à la mer à Macron. Peut-être, one day, sait-on jamais. Plusieurs trucs. Le premier, c'est que tu parles à une hypersensible, hyper émotive et qui était extrêmement réservée à l'époque. Ouais, l'opposé de Chanty, ce que tu disais un peu. Ouais. Et la petite Caroline a bien cheminé depuis. Je dirais que je continue pas à me mettre dans ces cases-là, même si, effectivement, si l'hypersensibilité, l'hyperémotivité, elle est là. En tout cas, j'étais très réservée. Et en fait, je pense que je suis introvertie, extravertie, mais si j'ai des conseils, moi, à donner, c'est de parler avec le cœur. C'est d'être super sincère, super authentique. Donc, dans la démarche. Et un autre truc, bon, je pense que ça c'est le premier point de départ, c'est ne jamais se forcer. Oui. Donc, effectivement. Faut vraiment avoir... Ouais, faut avoir l'envie. Et faut être dans une posture hyper sincère. Et dans une posture aussi de se dire... je n'attends rien. C'est difficile aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, de se dire je n'attends rien, mais finalement, je pense que c'est cette posture qui m'a donné le plus qui m'a permis le plus d'avancer avec l'autre, de rien attendre de ces rencontres. Et en fait, tu te rends compte que voilà, quand tu n'attends rien et que tu parles avec le cœur, donc la première phase quand tu vas à la rencontre de l'autre, c'est de la contacter ou de le contacter. Il y a plein de moyens de le faire. Aujourd'hui, j'utilise autant Instagram que LinkedIn, que les emails, que le téléphone, enfin si j'ai son numéro de téléphone. Mais de raconter un tout petit peu de soi. De raconter un tout petit peu de soi... et de le faire en toute simplicité. Parce que, en fait, je trouve qu'il y a un mot que j'utilise de plus en plus et que je n'utilisais pas du tout avant, c'est le mot simplicité. Simplicité dans nos relations aux autres, simplicité dans... En fait, quand c'est simple, c'est que ça doit se faire. En tout cas, peu importe le sujet, que ça soit dans le boulot... faut que ça soit fun aussi un peu, enfin pas trop sérieux, quoi. Ouais, ou en tout cas... Alors,
moi, je dirais, pour rebondir sur fun, dans la joie. Ouais. Dans la joie, s'il y a de la simplicité et de la joie, je pense que ça ira dans la bonne direction. Et la manière dont tu contactes les gens, moi j'étais et je suis de plus en plus liée à ça, c'est quand les gens ouvrent leur cœur qu'il se passe un truc. Moi, aujourd'hui, dans toutes les expériences que je fais, et puis je te raconterai, il y a un switch un petit peu plus original et un peu hors des sentiers battus que j'ai fait récemment. Mais dans tout ce que je propulse dans les entreprises, ces expériences de déconnexion, je fais voyager les gens de la tête au cœur. Et ce voyage, je dirais, c'est le voyage le plus long et le plus compliqué. Enfin, ou en tout cas, c'est pas évident. Et en fait, tu te rends compte que si les gens sont connectés à leur cœur, dans leur interaction, même dans les messages, dans les emails, ça se sent. Donc juste de faire attention aux mots que tu utilises. Moi, je mets beaucoup les gens en relation. C'est aussi une de mes manières d'humaniser ce monde et de le rendre plus vivant. C'est de créer des liens et des ponts heureux entre des gens. Je fais attention aux mots que j'emploie et pour mettre en avant les deux personnes que je vais mettre en lien. Ok, pour tout de suite un peu leur briser la glace, etc. Qu'ils se sentent bien. Ouais, qu'ils se sentent à l'aise. Qu'ils se sentent bien et valorisés pour qui ils sont et l'histoire qu'ils racontent. Et je dirais que récemment, dans ce que j'ai fait, j'ai fait une formation sur un sujet qui est sur le sujet du froid. Et en fait, ce qui m'a bluffé, je suis vraiment sortie de ma zone de confort quand tu parles de. Ouais, c'est ça. Quand tu parles de aventurier de la vie, c'était et c'est une aventure qui n'est pas prête d'être terminée, mais qui est assez fascinante. Et en fait, dans toute cette aventure, le début de cette aventure Wim Hof, il pose la question aux gens. Alors tout est en anglais, mais c'est What's your personal story? Quelle est ton histoire personnelle? Et en fait, de commencer par là, et c'est une formation certifiante, hein, donc c'est comme si dans un cursus, c'est comme si, je sais pas, on se prend 20 ans en arrière, on se retrouve en école de commerce, et la première question qu'on te poserait, c'est quelle est ton histoire personnelle? Je peux te dire que si les gens commençaient par ça, les formations, les écoles de commerce, au boulot, dans nos relations amicales, je pense que le monde irait mieux. C'est quoi la réponse? Enfin, il n'y a pas de réponse juste, mais c'est déjà c'est se présenter sur comment on a grandi en gros. Il y a une notion d'évolution ou... Tu sais quoi, quelle est ton histoire personnelle? Tu peux l'aborder n'importe quelle. Parce que beaucoup de gens, j'imagine, se présentent par leur métier ou leur profession, mais... Alors, j'adore que tu me dises ça, parce que je vais rebondir là-dessus, et c'est exactement pour ça que je suis appelée de plus en plus dans les boîtes pour faire... Alors moi, je suis spécialisée qu'on appelle icebreaker. Donc, il y a à l'origine les icebreakers, et puis même encore aujourd'hui, c'est... la manière, toi, spontanément, quand on te dit icebreaker, c'est 5 minutes au début d'une réunion ou au début d'un team building ou je sais pas quoi, ça dure 5 minutes et puis comme ça, on brise la glace et bim, on enchaîne sur nos sujets. Moi, mon icebreaker, il dure 1h30. Ouais. Pourquoi on a besoin de cette parenthèse? Parce que avant d'avancer sur des sujets ensemble, c'est qui on est nous. Connectons-nous à nos cœurs, arrêtons d'être dans nos têtes. Et la suite va être beaucoup plus inspirante, avec beaucoup plus de sens. Et cette question de quelle est ton histoire personnelle, ce qui est intéressant, c'est d'aller vraiment sur ce qui t'anime. En fait, ton histoire personnelle, c'est pas forcément où tu habites, ce que tu fais dans la vie, c'est peut-être autre chose, c'est tes passions. Tu parles de rêves dans un livre que tu as écrit, les rêves, les passions, les envies, etc. Et quand tu disais, je me présente, qu'est-ce que je fais dans la vie, où j'habite et tout ça, dans mes icebreakers, on n'aborde jamais ni l'âge, ni ce qu'on fait dans la vie, et ni où on habite. Si ça arrive à la fin de l'heure et demie, pourquoi pas? Mais moi, je vais t'embarquer sur... alors, il y a une question que j'adore poser.
il y en a plein que je pose souvent, mais quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Ok. Voilà, ça va semer des graines. Tu vas y penser, tu vas machin. Quels sont... alors là, on arrive en fin d'année, et il y a une question que j'adore, et qui a été le point de départ d'un atelier que j'anime beaucoup en fin d'année et en début d'année. Et donc, du coup, je vais te poser cette question. Tu n'as pas besoin de répondre parce que, du coup, voilà, c'est quelles sont spontanément tes 3 plus grandes fiertés de l'année? De l'année et si tu veux, je pose cette question. Tu vas voir, ça va commencer à cheminer dans ta tête. Et dans tout ce que je fais, c'est ce qui est spontané. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est ce qui sort spontanément dès que je te dis fierté. Tes 3 plus grandes fiertés, ton podium des 3 fiertés 2023, c'est quoi? Et en fait, je me suis rendu compte que moi, je me suis posé cette question il y a quelques années, 4-5 ans. Et en fait, je me suis posé cette question, donc j'ai mis mes 3 fiertés de l'année. Et à côté de ces 3 fiertés, j'ai mis des mots-clés, des valeurs. Je te donne un exemple. La première fois que je l'ai fait, il y a quelques années, j'avais mis à l'époque, je faisais du sport, mais pas trop. Et j'étais partie 3 jours avec une super boîte. D'ailleurs, je leur fais un coucou. Qui s'appelle Explora Project. C'est une boîte qui réinvente, Stan Gruot, qui réinvente le voyage d'aventure durable. Et j'étais partie pendant 3 jours dans les hauts plateaux du Vercors, déconnexion complète, en poulka. Donc je traînais une poulka avec tout le nécessaire pour survivre pendant 3 jours. Une poulka, c'est... Une poulka, tu sais, c'est un peu... un traîneau Ouais, c'est un peu un traîneau, okay. Exactement. Avec ta bouffe, ta tente, etc. Trop bien. Il faisait froid, il n'y avait pas de connexion de portable, pas d'eau potable, pas de douche, pas de toilette, etc. C'est assez physique. Et juste avant de partir, je bossais comme une cinglée. Et juste avant de partir, j'appelle quand même le team d'Explora Project. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et je lui dis oui, j'ai vu le niveau physique, machin, mais c'est accessible quand même comme aventure. Et là, j'ai cette réponse au téléphone qui me dit écoute, accessible, je suis pas sûre que j'aurais employé ce mot-là, mais continue à faire 2-3 séances de cardio par semaine jusqu'au départ. Et donc là, j'ai eu un gros moment de solitude en me disant merde. Et tout ça pour dire que ces 3 jours, je l'ai fait. Et le premier sentiment que j'ai eu quand je suis revenue, c'était un énorme sentiment de fierté. Et donc du coup, quand j'ai réfléchi à mes 3 fiertés de l'année, j'avais mis ça dans mes fiertés. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce point de départ-là, donc cette question que je posais dans mes icebreakers, est devenu un atelier en soi, parce que je me suis rendu compte que la manière de conscientiser ça, c'est-à-dire de travailler sur d'identifier ces fiertés en fin d'année, c'est une manière très feel-good de t'embarquer sur l'année d'après. Je m'explique. Là, on va arriver dans l'angoisse des gens qui vont te dire « Alors, c'est quoi tes bonnes résolutions ?» Et là, si tu veux, je l'ai eu ça. Et au bout de la 30e personne qui va te dire « Alors, c'est quoi tes bonnes résolutions ?» Il y a déjà, il y a la pression. 2, tu vas te dire « Mais qu'est-ce que je vais lui raconter encore ?» Et puis, et en fait, je me suis vachement interrogée sur ce concept des bonnes résolutions. Et en fait, il y a pas mal de recherches, notamment une qui a identifié que les bonnes résolutions, les gens les gardaient en moyenne 13 jours. 13 jours. 13, ça fait pas beaucoup sur une année. Et en fait, plus j'ai gratté, et plus je me suis dit, en fait, c'est normal, c'est logique. Parce que une bonne résolution, généralement, je prends l'exemple de le sport. Je parlais de sport. Il faut que je fasse plus de sport. Le point de départ de cette bonne résolution, c'est parce que, tu peux être sûr que 80% des nanas, enfin, je peux mettre les mecs dedans, mais ont payé une salle de sport dans laquelle ils sont allés 3 fois dans l'année. Donc le point de départ, il est toujours assez négatif. Il faut que je fasse plus de sport parce que j'ai envie de perdre du poids, parce que je suis pas allée à la salle de sport, parce que Donc le point de départ, il est toujours négatif. Alors que si tu renverses ça et tu réfléchis à mes fiertés
Et tu te dis, ok, je vais faire le bilan de mon année et je vais réfléchir. Alors, spontanément, je t'ai posé la question des 3 fiertés, ça peut être 5 par exemple. Si on prend 5, mes 5 plus grandes fiertés de l'année. Ça n'a pas besoin d'être j'ai sauté en parachute ou je sais pas quoi, enfin des trucs un peu hors normes. Non. C'est des choses qui t'ont tenu à cœur et tu t'es dit, je suis vraiment super fier d'avoir fait ça, d'avoir fait ci. Et quand tu as identifié ces fiertés, tu mets des mots-clés à côté. Donc si je reprends mon histoire de Vercors, dans les mots-clés que j'avais mis à côté, c'était dépassement de soi, c'était découverte d'un nouveau territoire, parce que j'étais jamais allée, connexion avec la nature, la beauté des instants, c'était me dépasser moi physiquement et psychiquement, c'était ne pas être connecté à mon portable parce qu'il n'y avait pas de réseau, donc du coup pendant 3 jours j'étais hors de mon portable, on ne pouvait même pas appeler, etc., etc. Donc tu mets toutes ces valeurs et en fait quand tu as tes 5 fiertés, que tu as identifié toutes tes valeurs et tes mots-clés autour de ça, tu te dis ok, c'était si important pour moi cette année-là, il va falloir que je m'embarque en 2024 avec tous ces mots-clés. Et donc en fait d'année en année, depuis 4-5 ans, je fais ça à chaque fois, chaque année. Et du coup, donc j'ai commencé avec le Vercors. L'année d'après, je suis allée en Laponie pendant 8 jours en autonomie, toujours avec Explora. Et c'était assez incroyable. Ouais. Et donc du coup, je repousse mes limites et je sors de ma zone de confort parce que c'est mes valeurs et parce que c'est ça qui me rend vivante. Et donc du coup, quand tu t'embarques là-dedans, tu vas pas te dire c'est quoi mes bonnes résolutions, tu vas te dire ok, qu'est-ce qui m'anime et c'est quoi tous mes mots-clés et tout mon nuage de good vibes, quoi, de feel good. Je vais prendre ça dans mon sac à dos et je vais l'intégrer dans l'année d'après. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Parce que moi, je suis plutôt une femme d'action. Donc, quel est le plan d'action après derrière ? C'est que tu as tous ces mots-clés. OK. Donc, moi, par exemple, cette année, je ne sais pas si je donne un exemple, c'est beaucoup... mon année a été beaucoup liée au froid. Et donc, du coup, des expériences assez, pareil, dépassement de soi sur le froid. Bah, du coup, je vais prendre ça et je vais me dire, OK, 2024, j'ai envie qu'il y ait au moins une expérience de froid qui aille un peu plus loin que ce que j'ai fait l'année dernière. Donc ça, je l'ai identifié et je me dis, OK, quand est-ce que je vais le faire, machin. Donc, faut fixer un objectif aussi, c'est le plus important, fixer une date et... Ouais, fixer un objectif sans pression, toujours sans pression. En fait, il y a une autre brique aussi, la dernière brique de ma raison d'être, qui est toujours donc rendre le monde plus humain et l'humain plus vivant. Et après, la fin, c'est une respiration à la fois, un pas après l'autre. Pas se foutre la pression. Si tu te fous la pression, ça marche pas. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a pas marché. Et en fait, je me rends compte que c'est la théorie des petits pas et d'une respiration à la fois. Tu vas pas gravir la montagne du jour au lendemain, machin. Tu vas, déjà, bien t'entourer, donc c'est ce livre. Et 2, voilà, toutes ces valeurs, tous ces mots-clés, tout ce qui t'anime, tu vas l'embarquer dans l'année d'après. Donc voilà, c'était peut-être une réponse très très longue. Non, mais c'est hyper intéressant. Et justement, après, il y a avant de parler un peu de ton livre et justement peut-être comment bien s'entourer, un peu les idées derrière. Il y a un point aussi que tu as abordé tout à l'heure, c'était, je crois, vulnérabilité, et aussi que tu étais un peu hypersensible. Je trouve que c'est un mot qu'on entend de plus en plus parler, c'est peut-être mon impression ces derniers temps, l'hypersensibilité. Moi, je me demande si je suis pas peut-être hypersensible, mais en gros, c'est quoi un peu l'hypersensibilité ? Écoute, alors moi j'ai le duo gagnant, c'est-à-dire j'ai hypersensibilité et hyperémotivité. Donc je te cache pas que c'était pas forcément évident. Et moi j'étais ni à l'aise avec l'un et ni à l'aise avec l'autre pendant des années. Et c'est que assez récemment que j'ai embrassé cette vulnérabilité avec sincérité et que j'ai accepté et je me suis donné la permission de la partager avec les autres. Je m'explique, pendant très longtemps, je cachais mes larmes, ou en tout cas, à chaque fois que j'étais assez sensible, enfin hyper émotive, parce que l'hyper-émotivité, exemple, ça peut être vraiment dans un environnement où, dans un bar, quelqu'un qui t'émeut, soit par son histoire, soit par la manière dont il est, donc il n'a même pas besoin de dire quelque chose, ou en tout cas dans les yeux, etc. Je peux avoir des larmes qui arrivent. Ouais. Et ça, les gens, ils le comprennent pas. Ils se disent, mais attends, on passe un super moment, t'es dans un bar, c'est hyper cool, on est tous les potes et tout ça. Ça veut pas dire que je suis triste. Ça veut dire que c'est
soit les mots, soit l'échange, soit la situation fait que ça m'émeut. Et ça, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Parce que c'était partager finalement qui je suis moi, c'était entrer un peu dans la Caroline, dans la vraie Caroline peut-être, voilà. Donc c'est des choses avec lesquelles j'étais pas du tout à l'aise. Et puis assez récemment, je pense que le froid m'a aidé. Encore une fois, je le raconte, on va en parler après, mais je me suis rendu compte que montrer et partager cette vulnérabilité, c'est aussi s'accepter soi et donner la permission à l'autre de se connecter à cette vulnérabilité et de peut-être, elle ou lui aussi, de partager ses émotions, de se connecter à ses émotions et de donner la permission à l'autre. Et ça, on se rend compte que si on le fait soi, si la posture, parce que finalement, avant le nous, il y a le jeu. Et le jeu, si on n'est pas... Je parlais d'authenticité, de vérité, de sincérité. La vulnérabilité, elle fait partie du package. Et si elle n'est pas là, je pense que nos relations aux autres sont pas authentiques. Elle fait partie du package. Il faut surtout pas, parce que de toute façon, plus on va vouloir la mettre hors jeu, et plus elle va arriver au galop. Et de toute façon, elle est là, quoi. Donc, Mais du coup, tu t'en caches pas que... Enfin, auprès de tout le monde ou qu'avec des relations profondes? Enfin, après, peut-être qu'on pourra un peu plus parler en détail justement sur le fait de bien s'entourer, mais notamment quand tu parlais de tes cafés avec tes inconnus, le fait d'en faire avec plein de personnes toutes les semaines, est-ce que déjà, ça te disperse pas un peu, te donne plein d'idées et au final, c'est un peu superficiel, et après, comment tu arrives à connecter profondément avec des personnes en particulier? Et est-ce que c'est justement le fait de montrer sa vulnérabilité qui fait ça ou... Moi, je pense que te connecter avec quelqu'un et avoir des relations qui soient authentiques, c'est d'être vrai. D'être vrai et d'être dans la simplicité des moments partagés. Et la vulnérabilité, elle fait partie de l'histoire. Elle fait partie de nos histoires. C'est pas pour autant que tu as besoin d'être vulnérable pour que l'échange se passe bien et que ça soit un modèle. C'est pas ça que je dis, mais en tout cas, si elle s'invite dans le moment, il faut la laisser vivre, parce que c'est ça aussi qui fait partie. Enfin, c'est une des sommes de la magie de l'humain aussi. Et ça, c'est important que. Et moi, j'ai réalisé aussi que ma vulnérabilité et mon hypersensibilité, c'était un de mes super pouvoirs. Donc, c'était une de mes forces qui me permet de me connecter aux gens de manière assez forte. Et c'est grâce à ça, je dirais. Alors qu'avant, j'aurais plutôt employé à cause d'eux. C'est grâce à ça que je noue des relations et que mon nous, donc mon collectif et ma tribu, j'appelle ça plutôt une tribu, je l'ai construite en conscience. Et ça c'était un des secrets, je pense. Quand tu dis une tribu, c'est une tribu élargie ou vraiment une tribu en petit comité et les connexions très, très proches? Ou est-ce que c'est ton entourage au plus global et les personnes avec qui tu t'entends bien? Écoute, la tribu, en fait, il y a différents niveaux, quoi. Il y a toujours effectivement un cercle un peu plus rapproché, et puis après, il y a des cercles un peu annexes. Ensuite, en tout cas, je mets pas de... Moi, mes règles pour bien m'entendre avec l'autre, elles sont les mêmes, peu importe que si c'est le cercle rapproché ou plus élargi. Les secrets pour se connecter aux autres, ils sont les mêmes. Ok. Et justement, quand tu disais un des déclics, c'était de faire la méthode Wim Hof, les workshops. Moi, j'en ai fait un aussi à Lisbonne il y a un mois. Et sinon, j'essaye un peu, comme je le disais d'ailleurs dans un autre podcast, prendre des douches froides, mais ça de manière moins consistante. Mais ouais, j'aimerais faire un workshop Wim Hof sur une semaine peut-être, ou dans la glace, dans l'eau polaire. Concrètement, du coup, ça t'a dit, ça a été un peu un déclic pour toi sur pas mal d'aspects? Alors,
quand je disais au tout début, je disais depuis 4 ans, je suis un peu une exploratrice du monde et de l'humain. Je pense je suis toujours en zone d'exploration. Et je pense que ça, exploratrice de la vie. Ouais, exactement. Et je pense que dans ces explorations, il y a eu le froid. Donc le froid est arrivé. Je m'intéressais au froid depuis longtemps et il s'est passé ce moment assez dingue où j'ai fait une expérience Wim Hof. Donc Wim Hof, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un Néerlandais qui a 64 ans aujourd'hui et qui a conscientisé cette méthode, respiration, froid et mindset, concentration. J'ai fait cette expérience sachant que moi, mon point de départ, je suis une extra frileuse. On ne peut pas faire pire que moi. Je pense que c'est le point de départ, il est cata. C'est pour ça que tu as un pull bien chaud de Noël aujourd'hui. Ouais, exactement. et que je suis trop bien dans mon pull de Noël. Non, moi, je suis vraiment une extra frileuse. Mais comme tout ce que je fais dans la vie, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Donc, je suis allée à ce workshop. Et il s'est passé un truc un peu fou, c'est que quand je suis sortie de ce premier bain de glace, donc en fait la méthode Wim Hof c'est une partie respiration pour te préparer mentalement et ensuite on t'immerge dans une eau à 0 degré. Quand je suis sortie de ce bain de glace, donc ce premier bain de glace, mon cerveau il a switché. Ouais. Mon cerveau il a switché et je me suis dit si j'arrive à faire ça, j'arrive à faire n'importe quoi dans ma vie, peu importe le sujet. C'était comme un espèce de... c'était un éclair, je me souviens très très bien de ce moment. Vraiment, ça restera ancré pendant très très longtemps. Et ça m'a permis aussi, c'était à l'époque où je finissais d'écrire mon livre, mon manuscrit, ça m'a donné une énergie de dingue pour finir ce manuscrit. Et je me suis dit, ok, concrètement, la vie elle est trop courte, on n'a pas le temps, il faut y aller. Donc tous les projets, tous les trucs, il faut y aller. En fait, c'était une espèce d'énorme... c'était un pic de dopamine. Et après, bon, je ne vais pas aller là-dedans, mais il y a énormément de bienfaits. Et donc, du coup, quand je suis sortie de cette expérience, je suis rentrée en France parce que j'ai fait ça aux États-Unis. Okay. Je suis rentrée en France et je me suis dit, il faut que je m'intéresse à ce phénomène de froid, à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette méthode. Et finalement, j'ai passé tout l'hiver à faire des expériences de froid assez extrêmes en montagne. Toujours un petit peu plus en sortant encore plus de ma zone de confort pour ensuite avoir eu cette épiphanie. Je disais que j'avais eu beaucoup de réponses en silence. On se l'était dit au début. Ma raison d'être, elle est venue dans le froid et en silence et en concentration. Donc c'était probablement mon expérience la plus extrême que j'ai faite jusqu'à ce jour, je pense. C'était en mars dernier où je suis allée en Pologne et j'ai gravi une des plus hautes montagnes de Pologne avec Wim Hof et sa fille. Ah, Wim Hof, le fondateur. Quoi. Le fondateur. Et l'ascension a duré 3h30. Et quand on est parti de l'hôtel, donc on était en maillot de bain. En maillot de bain, ouais. Maillot de bain. On avait des chaussures et des gants, donc grand luxe. Quand on est parti de l'hôtel, il faisait déjà moins 15. Et plus on avançait, je dirais qu'on a passé... On a passé 2 heures entre moins 18 et moins 25. C'est pas dangereux ça? Parce que moi, quand j'avais fait le workshop Wim Hof, on m'avait dit que c'était max 3 minutes le plongeon dans le bassin. Il faut pas trop dépasser les 3 minutes. Là, du coup, c'était 3 heures... Alors, c'est pas le même froid, quoi. C'est pas le même froid, c'est pas le même contexte. Effectivement, dans des immersions dans la glace et pour des premiers workshops, c'est 2 minutes. Donc, effectivement, tu as raison. Sur l'ascension qu'on a faite, c'était... Bon, c'est pour des niveaux un peu plus avancés. Mais ce qui était fascinant, c'est que déjà, je suis vivante aujourd'hui. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'était probablement l'expérience la plus spirituelle que j'ai vécue. Et d'être vraiment très, très concentré sur sa respiration. Parce qu'en fait, ce qui m'a fait tenir, c'est la respiration, la force du collectif, qui était énorme. Et c'était la concentration. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait un retour à l'intérieur. Donc, j'étais vraiment connectée à l'intérieur sur ma respiration. Et je pense une des grandes leçons qui est vraiment liée à une respiration à la fois, un pas après l'autre, c'est que tout ce que je regardais, c'était mes pieds. Et je voyais que je faisais un pas après l'autre.
et que c'était comme ça que j'y arriverais. Physiquement, quoi. Ouais. Physiquement, mentalement. Et donc, du coup, après cette expérience, je me suis dit que j'avais l'envie de transmettre ces super pouvoirs. Parce qu'en fait, finalement, cette méthode, c'est quelque chose d'incroyable qui te prouve que tu as toutes les ressources en interne, à l'intérieur, pour avancer, pour faire n'importe quoi. Peu importe ton projet, peu importe ce que tu as dans ta tête, tes rêves. Tu as toutes les forces à l'intérieur. C'est juste que on n'active qu'un tiers de notre corps. Je crois que notre tête, c'est à peu près... Enfin, notre cerveau, c'est 10-12%, je crois. On n'active pas cette machine incroyable qui est notre corps. Et pour autant, si on l'active, il se passe des trucs incroyables. J'ai fait ça, j'ai fait d'autres choses. T'en reprévois une pour 2024 ? Moi, je suis chaud pour venir. Écoute, 2024, tu vois, c'est dans mes fiertés, cette ascension. Donc, ouais, voilà, c'est pour ça. Je reprends ce que tu disais. Je vais l'intégrer. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais, et effectivement, aujourd'hui, du coup, je me suis fait former et certifier de cette méthode. Donc, je pense que c'est le diplôme dont je suis le plus fier. Ok. C'est ce diplôme Wim Hof. Donc maintenant, ce qu'on dit dans le milieu, mais je suis instructrice de la méthode Wim Hof. Donc je la transmets aux gens. Et ce que je trouve génial, et je pense que c'est le futur du bien-être ou du mieux-être ou de la joie du quotidien. C'est finalement cultiver des méthodes naturelles pour aller bien, mieux. Et aligné. Et en fait, cette méthode, elle est complètement naturelle. Quand je dis que je fais du froid, c'est marrant parce que spontanément, je dis que une de mes briques aujourd'hui, c'est le froid, c'est la thérapie par le froid. Les gens me disent spontanément « Ah, super, c'est de la cryothérapie. » Et je leur dis « Bah, vous avez pas tort, c'est sur le terrain du froid. Donc la première brique, oui, elle est là, c'est sur le terrain du froid. Mais en revanche, moi, ce que je trouve fascinant avec la méthode Wim Hof, c'est que la cryo, tu es complètement passif. C'est une expérience, enfin, je n'appellerais même pas ça une expérience, c'est une séance où tu es immobile, tu es inactif, on te met dans une machine et tu ressors de la machine. La méthode Wim Hof, tu es complètement maître et tu reprends le contrôle de tout ton corps et de ta tête, et c'est une méthode 100% naturelle. Parce que quoi ? Tu es connecté à ta respiration, c'est ta relation la plus intime que tu as avec toi et avec le monde autour. Et l'immersion dans la glace. Mais dans la glace, ça peut être des douches froides, tu l'as mentionné, ça peut être des lacs, ça peut être la nature, enfin voilà. Ou évidemment, quand tu fais des workshops, et moi, les workshops que j'organise, effectivement, c'est des bains de glace. Et tout ça, c'est super naturel. Et tu es complètement maître de tout ce que tu fais. Moi, je suis là juste pour guider, mais tu te rends compte, et peut-être les mots-clés qui sortent et qui arrivent à la fin de ces expériences, de tous les gens que je mets dans la glace, ils ont la banane, ils se sont dit, mais j'aurais jamais imaginé être capable de faire ça. C'est dingue. Et donc, du coup, on reparlait de fierté, mais ils sont tellement fiers. Ok, merci, hyper intéressant. Et justement, pour revenir un peu sur ton livre, c'est quoi on va dire le message clé derrière? Je ne sais pas d'ailleurs si tu parles de Wim Hof dedans. Et ensuite, si tu as très rapidement, parce qu'on arrive sur la fin de ce podcast, sur des conseils pour vraiment créer un entourage en alignement avec nous-mêmes, avec ce qui est pour nous. Ouais, alors en fait, moi j'ai écrit ce bouquin parce que, bon, déjà c'est un peu aussi mon histoire personnelle. Je suis fille unique, et il y a une manière aussi dont j'ai cheminé jusqu'aujourd'hui, en ayant monté ma boîte et créé des communautés. Il y a énormément de recherches qui ont été faites sur l'importance des tribus et de l'autre et de nos relations aux autres. Mais il y en a une que je cite au début du livre qui est passionnante, qui a été orchestrée par Harvard sur à peu près plus de 70 ans. Et en fait, c'était une étude sur le bonheur, et les gens interrogeaient cette notion de bonheur. Et en fait, ils se sont rendus compte, après 70 ans de recherche, que les gens qui étaient les plus heureux, qui vivaient le plus longtemps et qui étaient en meilleure santé, étaient les gens qui avaient
développer et soigner leur relation aux autres, donc leur entourage. Et ça, c'est commun à toutes les personnes interrogées. Il y a eu plus de 1000 personnes qui ont été monitorées pendant 70 ans de leur vie. Et ça, je pense que ce livre, je l'ai écrit pour plein de raisons, mais la première, c'était pour redire aux gens qu'ils soient conscients que bien s'entourer et soigner nos relations aux autres, c'était essentiel pour notre santé physique et mentale. C'est-à-dire que si on prend la pyramide de Maslow, il y a 5 étages. Il y a un étage qui est effectivement les autres. Mais en fait, les autres, ils apparaissent à tous les étages finalement. Donc, c'est hyper important. Et moi, j'ai voulu en faire. Ce livre, c'est un guide pratique. Donc, tu vas avoir plein de conseils, plein d'astuces, plein d'idées et d'histoires et de témoignages. J'ai interrogé 17 personnes qui ont, eux aussi, construit leur tribu en conscience. Et peut-être le dernier, le mot de la fin, c'est juste on dit beaucoup quels sont tes conseils pour aller vers l'autre. Moi, je dis, avant d'aller vers les autres, il faut déjà aller vers soi, comprendre. Donc, je fais l'exercice d'une boussole, mais qui on est, c'est vraiment le boulot d'une vie. Mais en tout cas, juste de comprendre qu'est-ce qui nous anime, quels sont nos centres d'intérêt, nos sources d'énergie, etc. Et en conscience, après, tu iras vers les autres. Et ça peut évoluer avec le temps si tu as des amis de l'entourage qui étaient de ton enfance, quand tu étais en maternelle, en primaire, mais qui au final, après, tu partages plus exactement les mêmes intérêts, les mêmes passions. Des fois, tu as quand même envie de garder tes amis d'enfance, mais au final, après, ça évolue. Ça évolue. Et ça, c'est un peu l'aventure de la vie aussi. C'est que pour reboucler avec le nom de ton podcast, mais nos chemins de vie évoluent, nos passions, ce qui nous anime aussi. Et il ne faut pas non plus avoir peur de faire évoluer cette tribu. Et je pense que c'est hyper important et de s'entourer en conscience et d'identifier vraiment les personnes qui vous donnent de l'énergie et les personnes qui vous en pompent à l'inverse. Parce que ça, c'est un peu le drame de nos vies. Mais parfois, il faut savoir aussi se séparer de gens, enfin, en tout cas, qui sont moins alignés avec les énergies du moment. Ouais, c'est ça, des fois, peut-être le plus dur ou que certaines personnes ont du mal. Ok, hyper intéressant. Pour le mot de la fin, juste une petite question rapide. Quelle grande aventure on peut te souhaiter ou grand rêve à venir dans l'année 2024 ou plus tard? Alors, l'aventure pour 2024, écoute, ça sera probablement une aventure dans le froid. Je ne l'ai pas identifié, mais ouais, un rêve de dépassement de soi. Il va y avoir du froid et il va y avoir du collectif. Ok, hyper intéressant. Et merci beaucoup en tout cas pour ton temps, ton partage. Et pour te remercier déjà de ton temps et de ton partage, je te remets mon livre en cadeau qui parle justement aussi d'aventure. On peut faire un petit échange. Super, un échange de bouquins et qui parle de rêve et d'immobilier. Super, c'est un bon mix. Ça se mélange. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, ciao. Salut. Aventuriers de la vie, c'est le podcast qui part à la rencontre de ceux qui réalisent leurs rêves, prennent des risques et vivent différemment. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme de votre écoute. Et n'hésitez pas à partager l'épisode auprès de votre entourage. Un grand merci pour votre soutien. C'était Adrien Hardy, auteur du livre Financer ses rêves et fondateur de la plateforme Algae pour investir dans l'immobilier facilement. À très bientôt. Et un grand merci. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure.